Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle année du cycle de conférences Notre-Dame en chantier, donc 2023-2024, où nous accueillerons à nouveau, comme l'année dernière, six conférences qui toucheront à l'activité notamment d'un certain nombre de groupes de travail, puisque aujourd'hui, je les présenterai un petit peu plus largement, mais nous avons des collègues du groupe de travail numérique du chantier scientifique Notre-Dame, CNRS, ministère de la Culture, qui vont venir nous présenter nos travaux. Mais dans la suite du programme, que vous avez peut-être vu sur le site ou l'agenda de l'INHA, nous aurons des collègues du groupe de travail Décor qui viendront nous parler des chapiteaux en novembre, des collègues du groupe de travail Pierre en janvier, le 9 janvier, qui viendront nous parler des travaux qui sont réalisés actuellement sur la connaissance des voûtes de Notre-Dame, également des collègues du groupe de travail Métal sur la flèche de plomb au XIXe siècle, et des collègues anthropologues du groupe de travail Émotion, Mobilisation, ainsi qu'un panorama qui sera dressé du chantier de Viollet-le-Duc courant février. Donc tout ça sera mis en ligne au fur et à mesure de l'année sur le site de l'INHA. Donc nous allons passer à la communication qui nous occupera aujourd'hui, avec Antoine Gros et Kevin Jacot, que je remercie de venir ouvrir ce nouveau cycle de conférences et de venir présenter leurs travaux, les travaux qu'ils mènent depuis quelques années maintenant sur le chantier de Notre-Dame. Donc Antoine Gros est chercheur associé au laboratoire MAP, c'est le laboratoire modèle et simulation pour l'architecture et le patrimoine culturel du CNRS, et il travaille en particulier sur le traitement géométrique des données qui sont issues de relevés numériques, notamment dans des cas de modélisation structurelle et pour de l'anastylose de structures anciennes. Il travaille actuellement en thèse avec Livio De Luca, qui est le responsable du groupe de travail numérique sur un sujet sur l'environnement numérique collaboratif de l'analyse multimodale du comportement des structures. Kevin Jacot est maître de conférence à l'École nationale d'architecture de Lyon et chercheur au laboratoire MAP. Il est architecte de formation, docteur en sciences de l'architecture, et il travaille notamment sur les enjeux liés à la numérisation du patrimoine architectural. Donc les travaux du groupe de travail numérique, dirigé par Livio De Luca, comme je l'ai dit, ont l'ambition de créer un écosystème numérique de la cathédrale, un système d'information monumentale qui accompagne à la fois l'étude scientifique, notamment du groupe de travail bois et du groupe de travail pierre, là, comme on va le voir dans la présentation qui va venir, mais aussi la restauration au fur et à mesure des travaux. Donc là, aujourd'hui, ce sont deux exemples des travaux qui sont réalisés par le groupe de travail numérique qui vont nous être présentés par Antoine et Kevin, sur notamment la restitution de la charpente de Notre-Dame et de l'arc doubleau effondré de la nef. Merci beaucoup d'avoir accepté d'ouvrir ce cycle de conférences et je vous cède la parole. Merci de nous avoir donné l'opportunité de lancer ce nouveau cycle. Merci pour votre présence. Toujours grande joie de présenter nos travaux. Alors, on va faire une présentation en deux temps. Donc, la première partie va être consacrée à la question de la restitution des charpentes disparues de Notre-Dame de Paris, de la forêt. Donc, il y a certains éléments qui ont déjà été évoqués, mais je vais revenir dessus un peu plus en détail. On parle de deux chantiers sur Notre-Dame de Paris, un chantier de restauration et un chantier scientifique, avec notamment un conseil scientifique qui fait un peu le lien entre les deux. Alors, deux chantiers, c'est important de préciser l'existence de ces deux chantiers parce que ces deux chantiers fonctionnent à des rythmes assez différents. Le temps de la recherche n'est pas le temps de la restauration. Et donc, on a des moments où on se retrouve sur certaines problématiques et d'autres moments où nous, on va prendre plus de temps en tant que chercheurs pour développer, produire une nouvelle connaissance par l'étude de Notre-Dame de Paris. Alors, au niveau des projets dans lesquels on s'est investi dans le groupe de travail données numériques, il y a notamment trois initiatives. Donc, une première initiative
entre 2019 et 2024. Il faudrait que je vérifie la date, mais il me semble que c'est bien ça, 2024. Un premier projet donc, dans lequel on a pu s'investir. Moi, j'ai rejoint notamment par la suite un projet qui s'appelle Quasimodo, qui est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, un projet qui est essentiellement porté par des membres du groupe de travail Bois et Charpente. Et là, tout récemment, donc un nouveau projet qui vient d'être lancé, qui est financé par le Conseil européen de la recherche, le RC, autour donc du projet du groupe de travail données numériques, coordonné par Livio De Luca, qui a été mentionné précédemment. Donc un projet qui va s'étendre de 2022 à 2027. Vous voyez que le temps de la recherche n'est pas le temps du chantier de restauration. Là, on aura un peu plus de temps pour pouvoir mener nos travaux dans des conditions optimales. Les GT, les groupes de travail, les groupes thématiques, ils ont été évoqués précédemment. Aujourd'hui, on en a 9 de groupes de travail. Le dernier, c'est Décor. Hein, c'est un groupe qui n'existait pas au tout début, mais qui a été créé il y a maintenant 1 an, je crois. Donc le groupe Décor Monumentaux. Alors nous, on se plaît à présenter le groupe de travail données numériques au centre de ces réseaux, au centre de ces groupes de travail, puisqu'en fait, on part du principe qu'un élément commun, un dénominateur commun entre ces différents groupes de travail, entre ces différentes communautés de chercheurs, c'est la donnée, c'est le numérique. Aujourd'hui, c'est inévitable, forcément à un moment donné où les chercheurs vont collecter, produire de la donnée numérique. Donc c'est une forme de dénominateur commun, d'où le positionnement de notre groupe un peu au centre de ce réseau. Moi, je suis également lié au groupe Bois et Charpente, qui est coordonné par Alexa Dufresne. Antoine, qui prendra la parole ensuite, travaille, lui, en lien avec le groupe Pierre et Mortier. J'ai toujours un doute avec Génie civil. Le groupe... Et structure aussi. Et structure. Le groupe de travail données numériques se compose donc d'un ensemble de laboratoires, une douzaine de laboratoires de recherche, de consortiums qui sont des émanations de la très grande infrastructure de recherche Humanum et des collaborations avec le secteur privé, des chercheurs aussi à l'étranger. Donc parmi ces 12 laboratoires de recherche, vous pouvez voir le MAP qui a été présenté juste avant, qui est donc l'unité mixte de recherche qui dépend du ministère de la Culture et du CNRS, laboratoire dans lequel nous travaillons, Antoine et moi-même. Quelques éléments encore de contexte par rapport au projet du groupe de travail données numériques. Alors, l'objectif qu'on s'est fixé jusqu'à 2027, c'est de répondre à cette question: comment documenter, organiser, rendre accessible cette expérience collective que les chercheurs, que les acteurs du monde professionnel sont en train de vivre sur le chantier de restauration, mais aussi sur le chantier scientifique de Notre-Dame de Paris. Donc comment documenter, organiser, rendre accessible cette expérience collective pour répondre aux besoins des différents acteurs, à la fois à court terme, donc en relation avec l'étude de la cathédrale pendant la phase de restauration, pendant la phase de restauration, et à long terme, orientée, elle, plutôt vers la construction d'une base de connaissances pour la conservation du patrimoine. Donc deux moyens peuvent être introduits pour donner des pistes de réponse à cette question. Deux moyens de répondre à cette question, c'est notamment en croisant d'une part la numérisation, la mémorisation via le numérique, via l'informatique, des processus qui nous font passer de questionnements scientifiques à des données et à des connaissances. Donc on s'intéresse en particulier aux processus et non pas seulement aux résultats de ces processus. Donc voilà, c'est d'une part un intérêt particulier pour la question des processus, de la méthodologie employée par les chercheurs, et en croisant cet intérêt pour les savoir-faire, les processus, les méthodologies,
croiser cet aspect-là avec une autre dimension qui est l'analyse des liens entre les objets matériels et les objets de connaissance. L'idée, c'est de créer une forme de système d'information qui réunit les différentes expertises et les experts du patrimoine, quelle que soit leur origine, leur affiliation. Voilà quelques éléments de cadrage sur le projet du groupe de travail données numériques. On va aller un peu plus dans le sujet de la restitution des charpentes de Notre-Dame de Paris. En fait, très rapidement après l'incendie, on est en fin d'été 2019, nous avons été contactés pour réfléchir à la question, pour lever une zone de flou sur les connaissances des charpentes. Pour répondre à une question relativement simple, est-on en mesure de reconstruire à l'identique les charpentes de Notre-Dame de Paris? Dispose-t-on de cette connaissance, du savoir? Je ne parle pas du savoir-faire des compagnons charpentiers, je parle vraiment de la connaissance, de la géométrie de la forêt. Donc très rapidement, on a été contactés pour essayer d'explorer ce sujet. Et donc depuis 2019, on travaille sur un projet de restitution virtuelle des charpentes. Alors pour bien préciser de quoi on parle, quand on parle des charpentes, on pense notamment à la forêt, la fameuse forêt. Les parties les plus anciennes de ces charpentes datent du tout début du XIIIe siècle. C'est un ensemble c'est une structure en bois qui faisait près de 100 mètres de long. Elle est constituée de 90 fermes d'un type qu'on appelle des chevrons formant ferme, plus 24 qui sont au niveau du rond-point. Donc c'est cette partie qui est au sommet du cœur, qui forme l'arrondi qui était sur la partie supérieure du cœur. Et parmi ces 90 chevrons formant ferme, il y a 21 fermes maîtresses qui sont assez facilement identifiables de par les sections de bois utilisées, qui sont beaucoup plus importantes que les autres chevrons formant ferme. Alors, on parle d'une forêt parce qu'en fait, la quantité de bois, la quantité de ferme était importante, c'était extrêmement dense. Il y avait un anthrax entre les chevrons formant ferme de 80 cm. Entre les fermes maîtresses, on était plus près des 4 mètres, un petit peu moins de 4 mètres. La photo que vous avez à l'écran, elle est trompeuse. On distingue bien ces charpentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était quand même très sombre. Là, on est sur une photographie avec un temps d'exposition relativement long pour permettre de révéler la matérialité, la géométrie de ces charpentes. La flèche néogothique donc, de Viollet-le-Duc, qui a été érigée en 18 mois, qui est le fruit d'un concours remporté par Viollet-le-Duc et Lassus en 1844, 96 mètres de hauteur et un plan octogonal. Donc 100 mètres de haut, 100 mètres de linéaire pour le grand comble pour la forêt. On est sur un ensemble, sur une structure bois relativement imposante. Je vous le disais, la question à laquelle on a cherché de répondre, c'est peut-on reconstruire à l'identique? Beaucoup se sont posé la question, doit-on reconstruire à l'identique? Mais en fait, la question préalable, c'était est-on en mesure de reconstruire à l'identique? C'est vrai qu'au début, on n'avait pas vraiment de réponse, il y avait beaucoup de doutes, puisque Rémi Fromont et Cédric Transo, qui sont les deux architectes qui ont, pendant leurs études à l'école de Chaillot, relevé le grand comble médiéval de Notre-Dame de Paris, c'était en 2014-2015, disent tout de suite que en fait, les connaissances sur la forêt, la connaissance est assez parcellaire, il y a beaucoup de zones d'ombre, et surtout, il n'existe pas de document d'ensemble, une vue d'ensemble de ces charpentes. À aucun moment, on dispose d'un plan, d'une élévation, d'une coupe représentant le grand comble dans son intégralité. Alors, pour répondre à cette problématique, eux, ils vont entreprendre un relevé avec des techniques traditionnelles, relevé à la main. Ça va leur prendre plusieurs mois. C'est un travail qui s'étend sur 2 années.
Et ils vont produire notamment donc, ces documents que vous pouvez apercevoir dans la partie inférieure, sur lesquels je vais revenir par la suite. Alors, ce qui est intéressant, j'aime bien prendre un peu de temps pour parler de ça aussi, c'est que dans les médias, je vous l'ai dit, effectivement, la question qui a été posée, c'est doit-on reconstruire à l'identique, l'authenticité, beaucoup de débats sur ces questions-là, mais la question de est-on en mesure, a-t-on les connaissances pour reconstruire l'identique a été un peu passée au second plan. Les médias, le débat public et les médias se sont fait surtout le relais de ressources existantes, notamment numériques, de modèles 3D sous la forme de nuages de points ou de modèles géométriques. Là, vous voyez à l'écran une capture d'un site web, d'une revue professionnelle qui aborde la question d'entreprises qui viennent contribuer, qui vont venir aider à reconstruire Notre-Dame de Paris. On mentionne notamment Dassault Systèmes et évidemment Ubisoft, que vous connaissez peut-être, parce que pendant longtemps on a parlé du modèle 3D de la cathédrale de Notre-Dame de Paris produit par Ubisoft dans le cadre du jeu vidéo Assassin's Creed. Et c'est vrai que ce modèle 3D était assez séduisant. Alors, a-t-il été utilisé ou aurait-il été utilisé pour le projet de restitution, de reconstruction de Notre-Dame de Paris? Non, puisqu'on le sait, hein, il y avait des anachronismes. La flèche de Viollet-le-Duc était présente sur l'édifice alors que le jeu vidéo se passe au moment de la Révolution française. Et en plus, pour le projet de restitution des charpentes, il n'était d'aucun intérêt puisque les charpentes médiévales n'étaient pas modélisées. Donc voilà, c'est des choses qui n'ont pas été mentionnées, évoquées dans les médias, mais quand on prend le temps un peu de regarder, on se rend compte que voilà, l'utilisation des ressources de ces entreprises, notamment des entreprises américaines, j'en reparlerai par la suite, a été assez réduit. Ces entreprises américaines, deux exemples, Autodesk, qui est un éditeur de logiciels, s'est rapproché d'une entreprise qu'on connaît bien dans le domaine patrimonial, qui est Art Graphique et Patrimoine, pour produire un modèle numérique à partir des logiciels édités par cet éditeur, édités par cette entreprise américaine. Et l'autre exemple, c'est Microsoft, qui s'est rapproché d'Iconem, qu'on connaît bien aussi dans le domaine patrimonial, hein, qui s'est illustré par des relevés réalisés sur des patrimoines en zone de guerre, pour essayer de produire un modèle 3D à partir d'images collectées sur Internet. Donc deux projets très différents qui ont beaucoup occupé, alors non pas la sphère publique, mais plutôt les domaines spécialisés de l'architecture, de la construction et du patrimoine. Je parlais tout à l'heure des compagnons. Là aussi, l'attention a beaucoup été portée sur la question du savoir-faire des compagnons, à travers notamment la production de nombreuses charpentes reprenant la géométrie de celle de Notre-Dame de Paris, dans un mélange d'approches de l'ordre de la... Alors on n'est pas sur de l'archéologie expérimentale, on est plutôt sur de la reconstruction, voire de la restitution historique. Là, on voit une technique de levage qui ne fait absolument pas appel aux techniques contemporaines. Alors, Assassin's Creed, pour introduire la question des sources. Les sources utilisées pour ce travail de restitution qui a été entrepris par le CNRS dès 2019. Les relevés de Rémi Fromont et de Cédric Transo, vous les voyez à nouveau dans la partie inférieure, et vous voyez aussi Cédric Transo dans les conditions réelles de relevé dans les charpentes de Notre-Dame de Paris. Donc ce premier travail, c'est la première source qu'on a pu utiliser pour commencer la restitution des charpentes. Travail très intéressant, notamment pour le souci apporté aux annotations, un regard d'architecte soucieux du détail. Hein, les assemblages sont identifiés, représentés sous différents angles, en coupe, en plan, en axonométrie. À noter, évidemment, un souci également apporté à la question des pathologies, ce que vous voyez en rouge sur cette image, là aussi avec des détails d'assemblage.
et le fameux rond-point, donc les 24 fermes qui se situent au niveau du cœur de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. On est sur une des parties les plus anciennes de la cathédrale, extrêmement dense, avec beaucoup de réemploi, de reprises. Alors, ces documents, on a longtemps disposé que de ces documents. Alors, ils nous ont permis d'aller assez loin, notamment parce qu'on bénéficie également de photographies. Ça, c'est aussi une source qu'on mentionne peu. La photographie, ça fait partie du quotidien de tout le monde. Alors, les médias n'ont pas trop parlé de ces ressources-là, qui étaient pourtant précieuses. Alors là, je me suis arrêté de compter à 3500, mais c'est plusieurs milliers de photographies qu'on a récoltées, qu'on a indexées. On a pris le temps, en fait, d'indexer les photos, de leur apposer des mots-clés, notamment pour pouvoir les retrouver facilement, les spatialiser dans les charpentes de Notre-Dame de Paris. Vous voyez par exemple deux photos, des photos de détail et aucune autre information. Donc il y a eu un travail conséquent pour s'acculturer, se familiariser avec les charpentes de Notre-Dame de Paris pour pouvoir réussir à les localiser dans la forêt. Donc, au bout d'un moment, on est suffisamment à l'aise avec ce modèle 3D, avec les différentes sources pour pouvoir identifier assez rapidement la localisation de ces photos, puisque en fait, au bout de 800 ans, chaque élément tous les éléments sont différents les uns des autres. On arrive facilement, tout est relatif, on arrive à identifier l'emplacement de ces photographies. Des maquettes également ont été produites avant l'incendie et après l'incendie. À l'écran, vous avez la maquette de la flèche réalisée par 3 compagnons charpentiers en 1970. Alors, ils ont fait un relevé et ils ont produit à partir de ce relevé cette maquette qui est exposée à la maison des compagnons, pas très loin. Donc d'autres maquettes et également des restitutions à l'échelle 1 de fermes ou de travées qui, même si c'est des produits réalisés après l'incendie, sont tout de même des ressources intéressantes puisqu'ils permettent de lever des fois des doutes quand les photos sont ambiguës ou quand les plans sont ambigus. Ça permet effectivement de trancher des fois sur certaines hypothèses. Alors on a beaucoup parlé de ces sources-là. Nuages de points produits par une technique de laser grammétrie. On est en 2010, on est avec l'historien Andrew Tellon qui est décédé depuis. Sa veuve elle a confié la gestion du nuage de points au CNRS et ça a été une des premières ressources tridimensionnelles que l'on a pu utiliser pour la restitution des charpentes. Alors l'usage était relativement limité parce qu'Andrew Tellon s'est essentiellement occupé des volumes intérieurs au niveau de la nef, du chœur et des extérieurs. Il a fait uniquement 2 petites campagnes de relevé dans les combles, dans la charpente. On va voir pourquoi ces données sont peu pertinentes, peu utiles dans le cas des charpentes de Notre-Dame de Paris. Là aussi, un document qu'on a un peu ignoré. Rémi Fromont et Cédric Tranceau, dans leur relevé à la main des charpentes de Notre-Dame de Paris, ont tout de même réalisé un relevé par station totale. Alors, ce n'est pas un scanner laser, c'est une technique qui permet de relever point par point. On sélectionne tous les points. Donc, c'est assez, on ne peut pas collecter énormément de données vu qu'on sélectionne manuellement chacun des points. Là, on est sur un nuage de points composé d'un peu moins de 30 000 points. Une source, la dernière qu'on a pu agréger, qu'on a pu utiliser pour notre travail de restitution, c'est un relevé, là aussi réalisé par scanner laser, par les entreprises GEA et Live 3D, qui, vous le savez, avant l'incendie, il y avait une restauration qui était en cours de la flèche, un échafaudage qui a bien résisté à l'incendie. Il a bien résisté à l'incendie parce qu'en fait, il reposait essentiellement sur la maçonnerie. Donc là, c'était la CMH Villeneuve qui avait demandé à ce que cet échafaudage ne repose pas sur les charpentes, parce qu'il doutait en fait un peu de la résistance des charpentes. Il a demandé à ce que l'échafaudage soit positionné sur la maçonnerie, et ça a nécessité au préalable un travail de relevé pour pouvoir bien appréhender la zone où allait être implanté cet échafaudage. Et donc ce relevé qui est à l'écran est lié en fait à cet échafaudage, à l'implantation, à la conception et à l'implantation de cet échafaudage qui
qui a bien résisté à l'incendie. Autre relevé, c'est le dernier que j'évoquerai, un relevé là aussi sous forme de nuage de points qui a été réalisé par la Société Art Graphique et Patrimoine en 2016, si j'en crois les interviews de son directeur. Alors c'est une ressource extrêmement précieuse, même si, pour des raisons légales, on n'a pas pu l'utiliser dans le chantier scientifique ni dans le chantier de restauration. Pas directement, on a pu utiliser des sous-produits sous la forme de plans de coupe issus de ces nuages de points. Donc c'est ce que vous avez sur la partie supérieure droite de l'écran. Voilà, des sections, des portions de nuages de points qui prennent la forme de plans de coupe d'élévation. Donc ce sont ces documents qu'on a pu utiliser. D'autres relevés après incendie, relevés drone des voûtes, des extrados des voûtes par AGP, et notre laboratoire est également intervenu pour les archéologues, pour notamment les spécialistes du groupe de travail bois, dans les phases de prélèvement des vestiges calcinés. On a développé, donc un collègue, Renato Saleri, a développé cette petite nacelle qui automatiquement allait collecter des photos, et après, par un procédé de photogrammétrie, on arrivait à restituer la 3D, ce que vous avez en bas à droite. Alors, je vous parlais de l'intérêt limité du nuage de points d'Andrew Tellon. Un intérêt limité parce qu'en fait, il faut savoir comment fonctionne un scanner laser. Un scanner laser, c'est des rayons laser, donc ça rayonne à partir d'une source. Le problème avec la forêt, c'est que c'est extrêmement dense en bois, et dès que le faisceau laser rencontre un obstacle, eh bien, il va être dans l'incapacité d'aller toucher ce qu'il y a derrière. Donc en fait, on va se retrouver avec des zones dépourvues d'informations. Donc ces sections qui sont blanches correspondent à des zones dépourvues d'informations. Le laser n'a pas été capable d'enregistrer des informations à ces endroits-là. Voilà, ça donne ça également. On voit ces grands triangles blancs. Sur cette partie, c'est la présence de la passerelle de service qui va créer un masque, qui va empêcher la collecte d'informations au-delà de la passerelle. Première limite de ces techniques numériques. Alors évidemment, sur un travail de restitution au sens archéologique, on fait la synthèse de ces différentes sources, on en tire le meilleur, et on essaye de compléter ou de compléter au minimum par... voilà, on essaie d'exploiter la moindre source. Ce que vous avez à l'écran, c'est en niveau de gris les relevés laser, et en bleu les relevés réalisés par Rémi Fromont et Cédric Transo. Si on regarde un peu plus près, on voit la complémentarité de ces documents. En gris, une grande justesse géométrique. Le scanner laser, l'informatique, l'automaticité, ça permet voilà, de collecter beaucoup d'informations avec une grande justesse géométrique. Par contre, ce n'est pas des relevés au sens premier du terme, parce que ce n'est pas interprété. C'est une soupe de points non interprétée. C'est la différence avec les relevés réalisés par les architectes qui sont interprétés. Ils sélectionnent l'information. Ils ont sélectionné les limites des différents bois qui constituaient les charpentes. Et en plus, on a les assemblages qui sont précisés, on a des annotations, on a des sections, on a les pathologies. Par contre, du point de vue de la justesse géométrique, on voit qu'il y a quand même des décalages qui ne sont pas anodins. Donc c'est là où l'humain va se positionner, va faire le choix, quelle source privilégier pour la géométrie, quelle source privilégier pour un assemblage. La méthode qui a été utilisée pour la restitution, elle est relativement classique. On a utilisé les nuages de points. Pas directement, on a extrait des nuages de points, des plans, des coupes, des documents 2D qu'on a positionnés dans un environnement 3D d'un logiciel de modélisation. On a affiné ensuite, dans un second temps, le détail en utilisant les relevés de Rémi Fromont et de Cédric Transo, et également les photographies, ce qui nous a permis d'aboutir à une première restitution qui, à son tour, nous a aidé à indexer les photos. Au début, c'était les photos. On a inversé l'ordre. Les photos nous aidaient à modéliser. Et puis après, c'est la modélisation qui nous aidait à identifier l'emplacement des photos. Donc la restitution, vous en avez un aperçu ici. Alors là, on est à différents moments. On a les vestiges calcinés, les extrados avec les vestiges calcinés et les charpentes en axonométrie éclatée.
Donc aujourd'hui, ce modèle 3D il est composé de plus de 6000 éléments indépendants. On peut sélectionner le faux entrée de la ferme 18 côté nef par exemple. Cette structuration, elle est importante parce qu'elle nous a permis notamment de répondre à un certain nombre de questions, notamment celui du poids de cette charpente. Vous vous rappelez, vous avez entendu parler des débats suite au projet de concours. Il y a eu des propositions pour construire en titane, des propositions pour construire en verre. On sait que le poids de la couverture de Notre-Dame de Paris, elle jouait un rôle dans cet équilibre de force au niveau de l'édifice. La quantité de bois, là aussi, beaucoup de débats, beaucoup de discussions sur combien d'hectares de forêt faut-il raser pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Pas beaucoup, hein. Alors, quelques utilisations. Une photo, parmi les 3000, spatialisée dans le modèle 3D, est mise à disposition de la communauté, des communautés scientifiques, via un autre outil qui s'appelle ArcheoGrid. Une autre utilisation, un vestige calciné d'un chevron de la nef, qui a été numérisé par les chercheurs du GT Bois et qui a été relocalisé dans le modèle 3D global. Là aussi, beaucoup plus de facilité pour retrouver l'emplacement. Il y a eu un vrai sujet, notamment sur les prélèvements d'anthrochronologie pour les resituer dans les charpentes, parce qu'on se perd facilement d'une ferme à l'autre dans le modèle 3D. Et quelques expérimentations d'outils de visualisation 3D en ligne. 3D parce que, quand même, plus pratique visuellement de naviguer dans un modèle 3D en ligne pour, là aussi, se donner une plus grande accessibilité pour avoir accès au modèle 3D à partir du web. Le modèle 3D que je vous ai présenté, il a été utilisé notamment dans le cadre du chantier de restauration, il a été communiqué aux ACMH, il a été également utilisé par le groupe de travail bois, le groupe de travail structure. Un tel travail a également attiré l'attention des industries culturelles, créatives et de l'audiovisuel. Ça a été communiqué, transmis pour un certain nombre d'expositions, d'événements scientifiques, de vulgarisation, des journées européennes du patrimoine par exemple. On l'a communiqué également à Jean-Jacques Hano pour son film sur Notre-Dame de Paris. Et voilà. Et une autre vue de la charpente virtuelle dans la partie inférieure et l'état quasi actuel du chantier de restauration où la flèche commence à pousser. Elle a dépassé le faîtage des fermes du transept et du chœur qu'on aperçoit sur cette vignette. Je vais passer maintenant la parole à Antoine qui va prendre la suite. Tu veux me passer le PC ou tu veux qu'on échange de place? On va échanger de place. On va échanger ça. J'ai échangé ça, c'est bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pardon, je le dis dans l'autre sens. Juste petite pause technique de 30 secondes, histoire de partager l'écran. Et après, oui, parce que c'est un PDF, donc je peux faire ça, mais sinon je le fais à l'aveugle, c'est chaud. Contrôle. Perdu, non, c'est contrôle. Ah, je sais plus dans ce sens. Ouais, c'est ça. Ah, bien joué. Dupliquer. Yes. Ah, tu peux appuyer dessus. Ah oui, t'actives. Waouh. Merci. Et bien, même moins d'une minute pour commencer à introduire un autre sujet, le deuxième sujet de ce soir, qui est sur non pas le bois, parce que vous en avez entendu parler déjà bien avec mon collègue Kevin, mais toujours sur le thème de la restitution. Cette fois-ci, des voûtes, nous avons parlé de maçonnerie. Nous avons parlé plus spécifiquement des claveaux de l'arc effondré de la nef en tant que sujet de collaboration pour 3 méthodes contemporaines d'Anaël Stylose. Anna Stylose, qui est aussi à comprendre sous le nom de restitution. Et c'est pour ça que j'aime bien faire cette présentation à ta suite, parce qu'au final, ce soir, vous avez la possibilité de voir 4 méthodes différentes pour offrir une restitution
certes 2 ouvrages différents, donc qui appellent des méthodes différentes, mais ça vous donne à voir un certain panel et que l'on n'arrive pas nécessairement avec une idée figée en disant «Ah, c'est facile une restitution, on fait A puis B puis C». Non, il y a déjà des méthodes qui sont plus ou moins classiques, plus ou moins éprouvées, mais il y a aussi et surtout des méthodes qui sont plus ou moins indiquées en fonction des sources dont on a besoin. Quand il s'agit de reconstruire toute une charpente, on va réfléchir d'une façon différente que lorsque l'on va reconstruire, essayer de restituer une voûte pour laquelle, chance, nos claveaux étaient bien moins inflammables que les poutres de la charpente. Donc on a la chance d'avoir énormément d'items que l'on peut essayer de replacer, non carbonisés et encore identifiables. C'est tout l'enjeu donc de cette présentation. Comme le disait Kevin, et comme vous l'avez pressenti, de ce groupe de travail numérique que l'on peut qualifier en termes d'échange de données, je pense, et peut-être pas nécessairement en termes de méthodologie ni de perspective scientifique, comme relativement central pour le partage de certaines connaissances et de certains fichiers. Si Kevin a travaillé essentiellement avec le groupe de travail bois, j'ai travaillé essentiellement pour ce sujet-là avec le groupe de travail pierre en parallèle, et j'ai eu un autre gros sujet qui s'est transformé en thèse plus tard avec le groupe de travail structure qui font essentiellement des travaux de génie civil. Le groupe de travail structure, il calcule, que ce soit en pierre, en bois ou les deux en même temps, alors que le groupe de travail pierre et mortier, on s'attend beaucoup plus à être dans un domaine plus minéral. Le sommaire de cette présentation, on va commencer par voir déjà de quoi l'on parle, cette collection lapidaire de pierres et de claveaux. On va suivre ensuite tout un itinéraire à travers la documentation de cette collection lapidaire et à travers le parcours des 10 objets. On va se rendre compte que le parcours et les différentes opérations, les différentes activités et leur méthodologie à ces différents points de parcours de l'objet seront particulièrement cruciaux en termes de documentation de cette collection lapidaire. Puis, dans une dernière partie, nous verrons très rapidement la suite des recherches du GT Pierre à l'intérieur de la cathédrale. J'aurais pu les mettre de côté, ce sera des slides que l'on va passer assez rapidement parce qu'on vous en parlera beaucoup plus tard, lorsque GT Pierre viendra. Ça va permettre aussi d'imager la diversité, là encore, des méthodes et des analyses que l'on peut poser sur une collection lapidaire et que nos collègues font. Je trouve ça assez important de souligner ça. Puis nous reviendrons sur une dernière méthode de restitution, une dernière méthode d'anastylode, comme un problème d'optimisation discrète. Je n'en dis pas plus. Et je vous propose donc de découvrir cette collection, une collection lapidaire. Si vous êtes déjà allé dans un dépôt lapidaire, il y a de quoi être submergé. Un dépôt lapidaire, c'est un entrepôt, des étagères généralement qui vont jusqu'en haut de l'entrepôt, des palettes et un ensemble de pierres, collection lapidaire, généralement on trouve que de la pierre, qui proviennent de bâtiments généralement divers. Vous allez par exemple à Marseille, vous avez tous les bâtiments de Marseille dans le dépôt lapidaire marseillais. Pas nécessairement l'inventaire est fait, mais l'inventaire n'est pas disponible comme un petit cartel comme on est au musée. Donc vous vous retrouvez un peu submergé parce que vous savez que vous avez des bouts de bâtiments, mais dans quel sens et comment est-ce qu'ils s'assemblaient? Grand mystère. C'est toujours ça qui se dresse devant nous quand on tombe devant des pierres qui sont au sol et qui ne sont plus solidaires avec un bâtiment. On a une sorte de les pierres ensemble qui font bâtiment, qui font sens, parce qu'on reconnaît la voûte, on reconnaît dans sa voûte les différents nervures, on reconnaît aussi les panneaux de voûtin qui correspondent à cette voûte, et là on se retrouve plutôt avec un ensemble de pierres et de gravats complètement anonymisés, et ce, dans le cas de Notre-Dame de Paris, au lendemain de l'incendie. L'arc qui va nous intéresser ce soir, vous le voyez à l'écran, c'est celui que j'ai dessiné en pointillé rouge. C'est un des arcs que l'on dit doubleau de la nef. Arc doubleau parce qu'il est situé de manière perpendiculaire à l'axe de la nef. Il faut dire que lorsque les arcs sur lesquels vous passez, lorsque vous déambulez dans la nef, vous passez sous les arcs doubleaux, puis vous avez des arcs ogives, et à côté de vous, vous avez des arcs formerets qui vont et qui sont parallèles au bas-côté.
Les voûtes que l'on a sur la nef et le chœur de Notre-Dame, ce sont des voûtes que l'on dit sexpartites. Sexpartites parce qu'elles sont en 6 parties, 6 panneaux de voûtins qui vont faire la couverture. On les devine sur cette photo, on va les voir un petit peu plus grands plus tard. Avec ce focus sur les claveaux, qui sont les pierres qui composent notre arc, je préfère le dire une fois, je le répéterai parce que je vais dire beaucoup claveaux pendant les 20 minutes qui vont suivre. Donc les claveaux sont les pierres qui comportent cet arc maintenant effondré. À la base, il y avait 121 claveaux dans cet arc doubleau. 79 sont tombés au sol. Et au moment de l'étude, on avait un travail et une analyse portée sur 71 d'entre eux. Alors, je vous ai mis quelques stats avec. Ça fait quand même partie de la boîte à outils assez précieuse du chercheur qui nous permettent de remercier les mathématiciens assez souvent. Pour vous donner quelques stats, donc, l'épaisseur des claveaux, il y a une largeur moyenne de 16 cm 2, c'est pas très épais. Au minimum, il fait 10 cm d'épaisseur et au maximum 27,5 cm. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'écart type est très très faible, on a une collection qui est relativement homogène. On a donc 71 claveaux qui se ressemblent. Vous avez la collection à gauche, vous avez toujours cet aspect à peu près semblable, où on a des moulures qui sont devant, une épaisseur qui est grosso modo la même, et un ensemble de destructions assez variables. Dans ces 71 claveaux, il y en a une dizaine qui ont un angle détruit, et il y en a 14 qui en ont 2 angles détruits, il y en a 8 qui ont les 4 angles de détruits, donc toujours des aspects différents de détérioration. Et, ce qui nous amène aussi à aller les voir en vrai, après vous avoir montré des éléments réduits. Sur la gauche, sur l'image de gauche, vous voyez ces claveaux maintenant sur ces fameuses palettes, tel un dépôt lapidaire, et prêtes à être analysées. Et à droite, vous avez une vue du modèle 3D d'un de ces claveaux qui vous laisse apprécier et la mouluration et aussi l'existence de polychromie. On a un tracé en polychromie à l'intérieur de ces claveaux qui faisaient partie du décor de la cathédrale. Donc, une première chose, avant de continuer, vous voyez un peu comme Kevin à voir les sources, à déjà réfléchir sur qu'est-ce que l'on manipule, à lui donner des dimensions statistiques et quantificatives, d'autres dimensions qualitatives, et tout cela, ça fait le sens que l'on peut mettre derrière une collection lapidaire qui, si vous n'avez pas toutes ces informations et cette provenance en voyant une pierre au milieu d'une collection, ça peut être un petit peu plus difficile. Leur itinéraire est le suivant, donc. Au début, notre claveau était en élévation et était avant incendie à l'intérieur de son arc. Jusque-là, tout allait bien. Jusque-là, tout allait bien, mais la documentation commence à ce moment-là. On n'attend pas que tout soit par terre pour commencer à réagir. Il y a toujours un enjeu de maintenance derrière nos bâtiments. Avant même qu'ils soient tombés, on est en capacité de faire un relevé, là en l'occurrence le relevé laser que vous avez présenté Kevin. Le relevé laser documente ces claveaux en soi, il permet de montrer cette voûte sexpartite et il permet de monter ces arcs. À gauche, vous avez en vérité une image qui vous présente 2 états temporels. En filigrane blanc, vous avez ce relevé talonne et en photogrammétrie colorée, vous avez le nuage de points post-incendie fait à partir de photos et où on voit clairement le problème qui nous occupe maintenant. Avant même que ce claveau soit tombé, à partir de cette première documentation, nous avons là une première restitution qu'on peut faire. On peut faire une première anastylose et déjà des premiers travaux avant même que la cathédrale, qu'il y ait eu un malheur qui ait pu abîmer notre structure. Cette première anastylose est une anastylose que l'on a dite numérique, car à partir du nuage de points fait par Talon, on va pouvoir redessiner un modèle géométrique 3D dessiné au plus proche du nuage de points. C'est la chance que l'on a avec ces voûtes d'avoir un nuage de points qui n'est pas partiel, à contrario du nuage de points que l'on trouve au niveau des charpentes, où vous aviez vu qu'il y avait beaucoup d'occultation. Profitant du fait que l'on ait tous les points de mesure possibles,
on a développé un algorithme qui nous permet de reconstruire automatiquement un arc de Notre-Dame. Alors vous allez me dire, pourquoi faire un algorithme et pourquoi pas le redessiner à la main? C'est extrêmement fastidieux, ce travail de restitution, encore plus quand on a des sources différentes et des sources partielles. Là, en l'occurrence, on a donc écrit un programme informatique qui, lorsqu'on appuie sur le bouton, nous reconstruit notre voûte. Pourquoi la reconstruire en 3 dimensions? C'est parce que le nuage de points demande interprétation. Soit vous avez certes beaucoup d'informations, mais vous n'avez pas le volume, vous n'avez pas directement l'épaisseur des différents claveaux. Donc c'est une première passe de restitution et d'interprétation et d'interprétation. Pour ce faire, la méthodologie a été la suivante. À partir du nuage de points, on sélectionne un ensemble de points sur ce nuage de points. On dessine les directrices de l'arc comme des polylignes, comme des lignes liant ces différents points. Puis après, par un ensemble d'algorithmes qui viennent relaxer cette polyligne sur le nuage de points, on vient, depuis un semis de points peu précis, redessiner la véritable géométrie, le véritable volume d'un claveau en étant à une précision quasi millimétrique, même inframillimétrique à certains endroits là-dessus. Cette production, cette première restitution a servi par la suite à faire ces documents graphiques que vous voyez à l'écran, beaucoup plus traditionnels que lorsque l'on est architecte, où vous voyez en coupe ou en plan cette restitution et les images, les documents graphiques dérivés de cette restitution. Après avoir fait cette première anastylose, nous allons continuer sur notre parcours. Il était en élévation, notre claveau, maintenant il a chuté. À terre, après la chute, vous le voyez, vous pouvez le reconnaître avec ses moulurations, ses deux tores et son méplat central, qui en font des objets qui sont reconnaissables dans ces tas de débris. Ensuite, il va y avoir un godet, qui va venir un ensemble de machines radiocommandées qui vont se saisir des différents items de ces différents vestiges pour pouvoir les extraire, les amener à un tapis de tri, différencier ce qui est de l'ordre du gravat de ce qui est de l'ordre du vestige, différencier aussi ce qui est de l'ordre du bois, du métal ou de la pierre. Donc notre claveau est en train de passer, finalement comme tous les vestiges, par cet itinéraire et par ce tri pour venir prendre place sur l'une de ces palettes. Vous voyez, au sein de cette palette, le claveau ici n'est pas tout seul. On le reconnaît ici avec son tore, mais à côté, ces pierres sont très sûrement des éléments de voûtin. Les pierres qui composent les voûtins, ce qui font la couverture de votre voûte, sont généralement des moellons, pas forcément équarris, et donc nettement moins travaillés que les claveaux avec leur mouluration. On parle de pierres de taille dans le cas des claveaux. Une grande documentation a été faite à ce moment-là. Une campagne de photographie de plus de 50 000 photographies ont documenté jour après jour ce chantier, depuis la position de chute de nos claveaux jusqu'à leur passage sur une palette. En dérivant et en travaillant sur ce corpus de photographie, là nous avons aussi un point de documentation qui va être crucial, qui va être cette capacité à recréer des scènes spatiales et temporelles, de réussir à créer des scènes photogrammétriques. Je vous ai parlé plusieurs fois de photogrammétrie. Qu'est-ce que c'est la photogrammétrie? C'est une technique qui permet de créer un nuage de points, donc une mesure, à partir d'un ensemble d'images d'un même objet. Vous preniez 50 photos c'est un très mauvais exemple, mais de ce verre, vous êtes capable, avec un algorithme de photogrammétrie, d'en restituer la mesure sous la forme d'un nuage de points. C'est ce que vous avez en bas. À partir des 8 photos que vous avez au-dessus, vous avez une scène en 3 dimensions sur laquelle vous pouvez faire des métrés. Petite chose en plus, ces 50 000 photographies, vous imaginez que jour après jour, il y a des choses qui évoluent. Donc, on a pris des portions de temps, rassemblé les photos que l'on trouvait à l'intérieur, puis recréer une photogrammétrie, un nuage de points 3D, un nouveau relevé qui nous permet de documenter ce laps de temps en 3D et de le resituer dans le nuage de points talonnes, de le resituer dans la géométrie de la cathédrale.
à partir de ça, continuons sur cette documentation, parce qu'on se dit, oui, on fait des relevés en photogrammétrie, ça paraît assez superflu, voire presque superfétatoire. En vérité, on ne l'a pas fait parce qu'on le pouvait, on l'a fait parce que l'on cherchait un élément fondamental lorsqu'il s'agit de déblayer des débris, de classer des vestiges. C'est comme lorsque l'on fait une fouille archéologique, de pouvoir identifier exactement les coordonnées, la position de chute des différents items. À l'aide de ces photographies, à l'aide de ces différentes scènes photogrammétriques, on a été capable de retrouver les coordonnées de chute de plus de la moitié des claveaux qui étaient tombés. Ça nous fait une autre documentation qui est assez particulière et jusque-là personne ne l'avait tenté parce que donc ça fait partie des apports scientifiques majeurs de ce projet-là. Reprenons le cours de notre itinéraire, parce qu'après tout, c'est pourquoi il y a cette deuxième partie. De la palette, on va le mettre sur un dépôt en Barnum. Sur ce dépôt, d'autres analyses vont venir, des analyses archéologiques cette fois-ci, des mesures, des photos, des prises de mesures sur les traces d'outils. Bref, vont être dérivées tout un ensemble d'analyses qui sont traditionnelles qui sont courantes pour un archéologue lorsqu'il s'agit de documenter une collection lapidaire. L'angle des phases de pose, les outils qui ont été utilisés, des éléments saillants que l'on ne voit pas souvent. Vous êtes surpris à trouver une croix, un signe lapidaire sur l'une de ces deux faces, ou sinon une encoche sur certains de ces claveaux. Intéressant. Et ça vient directement fournir notre documentation qui est constituée de deux fiches, l'une par le laboratoire de recherche des monuments historiques et l'autre par le GT Pierre. L'une de ces fiches était très analytique, l'autre était très interprétative, et même si on retrouvait une redondance d'informations, par exemple sur l'épaisseur, vous entendez bien, on avait quand même une composition d'informations qui nous permettait une documentation assez fine. S'ensuit après le nettoyage et le marquage de ces claveaux. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient tombés dans cette poussière de plomb et il s'agissait de les dépolluer pour pouvoir continuer à travailler sur eux. Un identifiant unique a été apposé sur ces ensembles de vestiges de cette forme, N, un chiffre et une lettre, ou juste un nombre. Ensuite, petit moment un petit peu moins courant, une numérisation de masse a été faite sur ces vestiges. Ces claveaux maintenant nettoyés vont être positionnés dans une machine photogrammétrique faite par la société Mercurio et en un espace d'un tour de plateau tournant, vous avez un ensemble de photos qui sont prises sous un éclairage constant, vous garantissant une prise photogrammétrique d'un vestige qui soit la plus fidèle possible et la plus exacte possible. Cela nous donne ce modèle 3D que je vous avais montré initialement. Nous avons un nuage de points en très haute définition qui nous permet aussi de continuer les analyses de notre collection lapidaire, non plus sur site, mais tout simplement sur son ordinateur, de pouvoir reprendre les mesures ou pouvoir faire des vérifications que l'on n'aurait pas eu le temps de faire sur site. La suite de cet itinéraire, après cette numérisation, est encore une étape assez cruciale, qui est cette étape de remontage à blanc. C'est la deuxième méthode de restitution, assez classique, que je viens à vous montrer ce soir. Ce remontage à blanc, ça a été voulu par la maîtrise d'œuvre, et fortement demandé, notamment par les architectes en chef, c'est de pouvoir disposer de toute cette collection de claveaux et de venir les repositionner sur une bâche, imprimer de l'arc, pour tenter la restitution, qui dans ce cas est retrouver à quel endroit va le claveau. On est donc dans une perspective différente de la charpente. La charpente, on est en train de reconstruire quelque chose qui a été détruit. Là, en l'occurrence, on est plutôt comme dans un puzzle, mais cette image de puzzle, à cette époque-là, n'avait pas encore fait son chemin, voire même pas du tout. On a des différentes pièces, on va essayer de voir comment ils s'assemblent pour satisfaire la doctrine de restauration, qui est tout de même de réussir à restituer, à replacer les éléments qui sont toujours présents à la bonne place.
Sur cette bâche, en baladant les différents claveaux, plusieurs essais ont été faits de repositionnement. Vous avez là encore plusieurs photos sur différents essais qui ont été faits à cette époque-là. Des hypothèses de remontage ont été formulées, mais ce sont des hypothèses de remontage partielles. Le résultat est imparfait, en cela qu'il y a trop de claveaux, une collection qui se ressemble, vraiment comme deux gouttes d'eau. C'est un peu comme faire un puzzle de ciel bleu en ayant perdu les bords et les coins. Au bout d'un moment, vous avez un petit peu de mal et on n'y voit pas assez finalement pour refaire cet arc. On se retrouve aussi débordé devant toutes les possibilités. Il ne faut pas oublier que c'est 79 emplacements de claveaux possibles. Si on compte le nombre de possibilités de restitution, il y en a grosso modo 79 factoriels. Ça fait ça fait un chiffre plus important que d'atomes dans l'univers. Donc on n'a pas le temps nécessairement pour la reconstruction de la cathédrale de réessayer toutes ces possibilités. On s'est rendu compte que le remontage à blanc était intéressant pour appairer ensemble des claveaux, c'est-à-dire que des professionnels vont être capables de vous dire oui, celui-ci va à côté de celui-là, j'en suis sûr. Mais par contre, pour avoir un recul, pour avoir une viabilité d'une solution à grande échelle, là pour le coup, il y a peu de recul parce que chacun en fait est dépassé devant cela. Vous sentez un petit peu le suspense que je fais monter et qui se réalisera au troisième chapitre. On va finir rapidement sur cet itinéraire. Là, pour le coup, les claveaux après ce remontage à blanc ont été envoyés dans un dépôt lapidaire et sont entreposés à côté d'autres items, d'autres vestiges. Si on reprend le processus complet, vous avez en gris les différentes étapes que l'on a faites, en orange les différents documents qui ont été dérivés, pardon, et en bleu, enfin, vous avez les quelques activités un peu exotiques que l'on s'est amusé à faire avec repérage. Enfin, amusé, c'était quand même un projet financé. Je présenterai les financements à la fin parce que si la FSP voit ça, bref. Euh, on arrive donc à cette troisième et dernière séquence. Très rapidement, donc, la suite des recherches du GT Pierre à l'intérieur de la cathédrale. Je vous passe un peu comme un apéritif des différentes choses qu'un archéologue, qu'un historien de l'art ou qu'un conservateur voit sur site. Donc il y a toujours des observations et des comparaisons de systèmes constructifs qui sont mis. Vous avez des études sur les différents pieds de voûte, parce que si on étudie l'arc, il faut toujours se poser la question de comment est-ce qu'il retombe. Il peut y avoir des caractères saillants qui en sont dérivés. Il y a aussi des extractions de mortier. Et finalement, je regrette en fait de ne pas avoir 5 slides de plus là-dessus pour vous montrer la profusion d'analyses qui ont été proposées. Et en soi, déjà, si on arrivait dans ce remontage à blanc, on était dépassé par l'ensemble des solutions. Il y avait aussi un moyen d'être dépassé devant l'ensemble des documents qui étaient produits, l'ensemble des analyses, et il y a un vrai travail de sélection et d'interprétation pour déterminer finalement dans tout ça qu'est-ce qui nous intéresse pour faire notre restitution. Et pour cela, la proposition qu'on a eue sur repérage, c'est de présenter cet arc effondré non plus comme un problème classique de restitution très lié à une question de dessin ou très lié directement à la matérialité de l'objet, mais plutôt de l'abstraire et d'utiliser ça comme un puzzle, comme un problème mathématique, et pas n'importe lequel, un problème d'optimisation discrète. Je ne vais pas vous faire toute cette présentation pour des raisons de temps, mais après je peux très bien répondre à vos questions. Peut-être donc à quoi nous sert ce genre d'algorithme? Usuellement, c'est la branche ça vient de la branche des mécanismes la branche des mathématiques d'optimisation, vous disais-je. L'optimisation, c'est vous avez typiquement un problème de j'ai une usine qui produit des patates, derrière mes patates, je vais les vendre soit à un vendeur de frites, soit à un vendeur d'aligot, et je vais essayer de maximiser mes bénéfices.
L'optimisation, à la base, c'est pour ça. Donc on est sur une utilisation qui est assez lointaine et la première étape a été de formuler déjà notre problème de restitution comme un problème mathématique, puis comme un puzzle mathématique, et de proposer derrière un moyen de le résoudre. Il s'agit, on pourrait dire un changement de point de vue total, parce que le problème de l'arc effondré n'est plus cette bâche imprimée que l'on a vue, et c'est exactement l'énoncé que vous avez devant vous, qui est un énoncé classique que vous avez en maths, en sup. On va voir un ensemble C de claveaux avec des inférieurs ou égales, des sommes et des sigmas dans tous les sens. Si on a choisi de le formuler comme ça, c'est pour plusieurs raisons. Vous entendez beaucoup parler d'IA aujourd'hui. Nous, on a choisi de positionner ça comme un puzzle mathématique avec une façon de le résoudre d'une manière déterministe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va lancer avec la documentation, avec les informations qu'on a actuellement sur l'arc, on aura toujours la même solution. A contrario, l'IA est non déterministe. À chaque fois que vous allez lancer une résolution de votre problème, vous aurez une résolution qui sera différente. Ça, vous imaginez ma galère en arrivant devant les historiens de l'art, en allant devant les architectes, leur disant j'ai une solution. Et ils me disent très bien, est-ce qu'on peut en discuter? Je leur dis attention, c'est la solution de 14h54. Parce qu'on la lance le minute après, ce ne sera pas la même solution. C'est pas très professionnel, surtout quand on essaye d'avoir une réponse unique. Donc ça a été déjà un premier choix qui nous a guidés vers cet énoncé. Le deuxième choix est que l'on peut avoir une influence forte non pas de solutions, mais d'éléments extérieurs. Si sur site, nous avons un archéologue, un architecte en chef, qui va nous dire ces deux claveaux sont côte à côte, on est capable de mettre cette information dans le solver et dans l'énoncé. Donc on n'est pas en train de travailler à côté sur une espèce de modèle qui plane hyper loin, complètement abstrait. On reste à coller à la réalité parce qu'on est capable, et c'est je pense l'enjeu de l'interdisciplinarité et l'utilisation de ce type de solutions mathématiques, on est capable d'avoir un échange. On est capable de prendre des informations de leur part, on est capable d'expliquer notre démarche, d'avoir une démarche déterministe et de pouvoir continuer cet échange dans un processus qui soit itératif au fur et à mesure des réunions de travail. Pour faire cet énoncé, il a donc fallu faire le tri. Parce que, quitte à abstraire ces différentes pierres, quels sont les éléments qui vont nous intéresser? On a appelé ça des prédicats archéologiques, finalement. On a appelé ça des prédicats parce que ce sont des assertions que l'on peut formuler en langage naturel, vous et moi, qui nous permettent de contraindre et de définir l'énoncé. C'est comme ça qu'on a formulé notre problème. Il y en a qui sont très bêtes, hein. On va commencer avec le très bête et on va se dire, bon, on a déjà un plan avec à peu près les épaisseurs des différents claveaux, on ne sait pas où ils vont. Bon, jusque preuve du contraire, on va essayer de mettre un claveau qui a 20 cm d'épaisseur dans un emplacement qui a 20 cm d'épaisseur. Jusque-là, ça va, on peut le formuler facilement. Après, il y a tout un travail pour réussir à le formuler mathématiquement. Avec le travail que l'on a fait sur repérage, il y a une autre assertion que l'on peut donner et que l'on peut mettre dans notre énoncé, c'est l'emplacement d'un claveau est proche de sa position de chute. On a la position de chute de 35 des claveaux. On sait que 35 de ces claveaux, on va essayer de les mettre au plus proche de leur position de chute. S'il y en a un qui est tombé au nord, ça ne sert à rien de le mettre du côté sud parce que c'est très peu probable. Donc ça nous fait déjà deux choses et deux éléments purement quantitatifs pour le coup que l'on peut énoncer. Il y a des prédicats assez simples. Un claveau ne peut aller qu'à un seul endroit, facile. Il y en a un autre qui est dérivé cette fois-ci des études archéologiques. Vous aviez vu ces encoches, et au fur et à mesure des analyses des encoches, on est arrivé à cette conclusion que deux claveaux encochés avec des encoches courtes et non pas des encoches longues doivent être mis face à face. Sinon, ça ne marche pas. De même, l'ensemble des croix que je vous avais montré tout à l'heure, ces croix nous indiquent
la face, l'orientation de ces claveaux. Encore un élément. Et en fait, tout est si bien qu'avec les informations que l'on a de claveaux qui vont côte à côte, de séries de claveaux, on arrive à proposer une résolution qui se fait par la résolution de ce problème mathématique. Pour vous donner une idée, on est arrivé d'une solution inquantifiable, celle proposée par le remontage à blanc, à une solution avec plus de 75% de certitude, c'est-à-dire que sur les 71 claveaux que vous réussissez à repositionner, vous êtes sûr à 75%, faites-en ce que vous voulez, de l'avoir repositionné au bon endroit. Et en plus, il y a toujours cette possibilité d'améliorer cette certitude au fur et à mesure des réunions de travail, parce qu'en redisposant les différentes pierres, plus vous allez donner avec certitude différentes séries, différentes paires qui existent déjà, plus vous allez nécessairement monter en certitude dans votre solution finale. Donc on converge vers une solution qui serait à 100%. La tête de notre bâche a beaucoup changé. On se retrouve avec un dessin en 2D assez ésotérique avec des numéros de claveaux à l'intérieur, une visualisation que l'on peut faire en ligne, encore une fois pour partager et pour pouvoir avancer de concert sur ces différents éléments. Et en plus, le petit bonus, parce que l'on a des photogrammétries, donc des modèles 3D haute résolution des claveaux, on a pu les imprimer en 3D pour pouvoir rejouer le remontage en blanc. Au lieu de faire ça avec des pierres qui pèsent 50 kg, on préfère travailler au 1/10 en maquette avec des petits claveaux qui pèsent 10 grammes à tout casser, qui permettent de garder quelque chose de tactile. On n'a pas besoin d'être toujours sur son écran pour pouvoir réfléchir à cela. J'ai dépassé de 4 minutes mon temps. Je vous remercie de votre écoute. Donc ce chantier, ce projet a été fait en partenariat avec le service régional d'archéologie, avec le laboratoire de recherche des monuments historiques. On a eu des collaborateurs aussi à travers tout le groupe Pierre. C'était vraiment super. Et les sous, on peut remercier encore une fois la Fondation des sciences du patrimoine. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation, et je pense que l'image du groupe de travail numérique que vous avez montré au début, vraiment à la charnière des autres GT, elle est loin d'être usurpée, qu'on le voit dans cette présentation. Et puis même de voir que je pense que c'est bien d'ouvrir les conférences Notre-Dame en chantier, où c'était vraiment un chantier avec un S pour le chantier de restauration et le chantier scientifique, de montrer que voilà, ces travaux, ils sont à la fois, ils ont un enjeu vraiment d'être mobilisables par les chercheurs pour pouvoir aider à la réponse de certaines problématiques. Là, on parle par exemple des traces d'outils, de comprendre comment ces voûtes ont été construites en quelque sorte. Et puis là, il y a un joli teasing pour la conférence du GT Pierre début janvier, donc merci beaucoup. Mais également tout l'impact sur la restauration en elle-même et comment les architectes ont été intéressés de suivre ces travaux et d'animer en partie ces travaux, d'y collaborer. Ils sont d'ailleurs dans les collaborateurs que vous avez cités, pour arriver à une meilleure restitution, reconstitution, reconstruction de ces différentes parties de l'édifice. Et même, j'ajouterai un troisième point sur lequel je n'avais pas forcément, moi, calculé au départ, mais sur tout ce qui est la médiation derrière. Je pense que c'est assez important, et d'ailleurs de voir jusqu'où ça peut aller. On pense à ces petits-enfants qui ont pu remonter cet arc. Je crois que j'ai fait partie de ces petits-enfants à Marseille quand on a eu la première fois que vous avez pu imprimer ces éléments-là et qu'on a eu une conférence ensemble. Mais également, j'ignorais certains points au niveau de la pérennité des charpentes et de voir que jusqu'où peut aller l'utilisation, et peut-être qu'on ne l'imagine pas encore véritablement à quel point ces travaux scientifiques avec une méthodologie vraiment très complète peuvent aller ensuite derrière sur des enjeux de médiation qui vont toucher, on va dire tout le monde en quelque sorte, jusqu'au film de Jean-Jacques Hano, ça je l'ignorais en l'occurrence, mais voilà. Et merci d'avoir aussi insisté sur toute l'importance de cette méthodologie scientifique
des différents aspects entre voilà, le cas des charpentes, le cas des voûtes qui sont assez différents l'un de l'autre, d'aller voilà, jusqu'à l'utilisation d'outils mathématiques pour aller reconstruire certains éléments, mais même enfin, voilà, ce que n'importe quel travail d'historien, d'archéologue et donc de spécialiste du numérique, la question de la critique des sources, voilà, d'Assassin's Creed à Andrew Talon qui peut servir dans certains cas, mais pas forcément dans d'autres, et du travail de fourmi qui est celui voilà, de la sélection de ces sources, de la critique d'authenticité de ces sources, pour pouvoir ensuite les utiliser à bon escient et arriver au résultat que vous avez montré. Donc merci beaucoup.